bonjour à tous. Merci de nous rejoindre encore sur ce nouvel épisode de Macaya Live qui se faisait attendre un peu depuis quelques temps, mais on a gardé le meilleur pour la suite. Comme toujours, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui au Club Aux2A un de ses membres experts et fidèles, qui est Denis Deschamps. Mon cher Denis, je te remercie. Alors on utilise le tutoiement parce que dans la vie on se tutoie, donc on ne va pas faire les voilà. Merci, cher Denis, d'être là. Denis a une carrière très branchée sur la francophonie, les chambres de commerce de Paris, chambres de commerce francophones également, maintenant son cabinet conseil, Julius Conseil. Et nous avons prévu de parler aujourd'hui, malgré les situations qui arrivent aujourd'hui en Afrique, évidemment, tout le monde le sait, le sent, même celles qui arrivent en France d'ailleurs, et qui sont un peu liées parfois. Nous voulions revenir sur des aspects un peu positifs de l'avenir, notamment économique, de l'Afrique. Alors on parle souvent de l'Afrique aux Africains, ce qui est une bonne chose. On a beaucoup travaillé là-dessus et je remercie d'ailleurs au passage Salomé Carpentier qui est l'organisatrice et la monteuse de vidéos de ces opérations Macaya et qui est là aujourd'hui avec nous. Et donc on a eu cette expérience de panafricanisme dont on parle souvent, qui ne doit surtout pas enlever à ce que les gens recherchent aujourd'hui, ce dont on parle tant, qui est la souveraineté nationale, et notamment économique, des pays africains. Et l'Union africaine, avec son agenda 2063, qui a déjà quelques années dans les pattes, si l'on peut dire, a monté cette opération de zone de libre-échange, qui également donne du poids à l'africanisme. Il n'en reste pas moins, mon cher Denis, que tu as écrit en février 2024 que l'émergence de l'Afrique doit être facilitée par son accès à l'industrialisation de son économie et vers des partenariats, ce qui n'enlève rien, même si aujourd'hui cela peut paraître encore un peu difficile, à des partenariats avec l'Europe et la France notamment. Voilà. Alors ce que je voulais te demander pour expliquer à nos auditeurs les priorités que tu donnes à cette partie qui concerne la souveraineté, la démocratie, la formation aussi, tu l'évoques dans ce papier concernant l'éducation sur place, l'université, l'équilibrage aussi, je crois que c'est important, on n'en parle pas suffisamment, mais on le sent au quotidien quand on est sur place en Afrique, dans les différents pays, c'est ce rééquilibrage entre l'urbanisation et la ruralité, pour ne pas que les gens ne cherchent du travail que dans la partie urbaine, mais également dans les potentialités énormes qu'il y a sur la ruralité, et enfin de donner à cette industrie effectivement autonome une place qui lui revient aujourd'hui dans les différents pays africains. Voilà, alors c'est le chemin de ce qu'on appelle le développement inclusif. Alors est-ce que tu peux, avant qu'on parle de ce que tu as écrit après, qui concernera davantage le secteur privé et aussi la francophonie, on va y revenir, mais déjà sur ce point de base là, de rééquilibrage du panafricanisme à travers la souveraineté des pays, tu peux nous en donner un peu quelques orientations, enfin je pense que développer un peu ce que je viens de dire, quoi, voilà. Oui, merci beaucoup cher Alain, cher Salomé. Moi je suis très heureux de vous accueillir ici au sein de l'Académie des sciences d'outre-mer. Oui, j'ai oublié de dire qu'on était là, c'est vrai. Et qui, alors là c'est l'espace de la bibliothèque de l'Académie des sciences d'outre-mer dont je suis membre, et qui est un lieu où en effet il y a beaucoup d'échanges sur les questions de développement et de partenariat entre la France, la francophonie et les pays d'outre-mer. Et dans le cadre notamment de ces échanges et de ces discussions que nous avons à l'Académie, mais aussi ailleurs, nous avons engagé des réflexions assez importantes sur les questions de qu'est-ce qui constitue les conditions du développement africain, plus spécialement en Afrique francophone, puisque c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement, compte tenu des enjeux auxquels l'Afrique doit faire face. L'Afrique a des enjeux importants auxquels elle doit faire face. C'est des enjeux extrêmement basiques et premiers. Hein. C'est la question démographique, tout d'abord. C'est la question démographique se traduisant par le fait que d'ici 2050, il y aura 2,5 milliards d'Africains, ou il y aurait, 2,5 milliards d'Africains contre 1,4 milliard aujourd'hui. Et aussi les enjeux qui a des implications en matière de sécurité alimentaire, parce qu'il faut que tous ces pays, toutes ces populations africaines puissent accéder à l'alimentation, une alimentation convenable pour qu'ils puissent se développer, et qu'ils puissent accéder aussi à l'emploi, un emploi qui permet de se développer. C'est le premier enjeu, et c'est un enjeu absolument fondamental. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu climatique. L'Afrique souffre
tout particulièrement du changement climatique. Et quand je dis elles souffrent, c'est elles qui subissent le changement climatique plutôt qu'elles n'en est un acteur. Les pays du Nord sont des acteurs du changement climatique, et c'est plutôt les pays du Sud, et en particulier l'Afrique, qui en subissent ces conséquences. Donc ces deux enjeux, parmi d'autres, sont les deux enjeux auxquels l'Afrique doit répondre. Alors sur la question, pour y répondre, il y a une voie qui est celle ce qu'on appelle le renforcement des chaînes de valeur, ou plus précisément la transformation locale des produits, principalement agricoles, et qu'on traduit par la thématique de l'industrialisation. Dans les pays africains, on doit se focaliser sur le développement de stratégies industrielles qui permettent la transformation de produits comme l'anacarde, le cajou, le cacao, au lieu d'avoir ces produits qui sont des produits de base, qui sont ensuite exportés, et après qui reviennent transformés en Afrique. Je prends pour exemple le bois qui part du Gabon, qui va en Chine et qui revient transformé de Chine. Et la valeur ajoutée, il ne se trouve ni en Afrique, ni auprès des Africains, elle se trouve en Chine. C'est un des enjeux fondamentaux. Le deuxième enjeu fondamental par rapport à la question climatique et du développement sociétal, c'est de faire en sorte que toute cette évolution vers l'industrialisation se fasse aussi dans le sens de la responsabilité sociétale des organisations. Alors, je dis pas ça parce que ça fait bien d'être vert, écolo, etc. C'est que je pense d'un point de vue entrepreneurial. Quand il s'agit d'une entreprise africaine, et qu'il s'agit d'une entreprise africaine qui veut conclure des partenariats avec des entreprises européennes, si cette entreprise africaine n'est pas reconnue comme à la fois responsable et durable, elle est peu susceptible de conclure des partenariats. Donc si on veut construire ce qu'on appelle des couplages ou des partenariats entre entreprises européennes et entreprises africaines, il faut que ces entreprises africaines puissent elles aussi, au travers notamment des organisations intermédiaires qui viennent pour les appuyer, qu'elles viennent aussi vers une stratégie de responsabilité sociétale des organisations. Très bien. Alors, c'est bien parce que ça nous permet d'arriver justement sur ce deuxième point. Comme tu le sais, comme certains le savent, ceux qui connaissent le club, je me trouvais récemment à Marrakech, lorsqu'il y avait une réunion organisée, les patronats francophones que tu connais bien, l'Alliance patronale francophone, dirigée par Geoffroy Roux de Bézieux, qui est l'ancien président du MEDEF, et d'autres patronats africains, donc marocains notamment, mais également il y avait Djibouti, il y avait Madagascar, il y avait le Togo, il y avait tout un tas de pays là-dedans, y compris le Cambodge, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Et là, il est question davantage de ces entreprises, justement, de cette identification des entreprises, alors francophones, qui ont des points communs, évidemment, à mettre ensemble, mais plus largement, parce qu'il y avait énormément de conseillers du commerce extérieur de la France qui étaient présents aussi à ces réunions, ainsi que le ministre d'ailleurs, Franck Riester. Plus largement, c'est la gestion du secteur privé et de cette mise en commun du secteur privé. C'est ce que tu expliques très bien dans un document que tu as réfléchi d'abord et fait sortir récemment, et que nous allons exploiter, je l'espère, ensemble d'ici quelques temps au club O2A, qui parle, malgré ce contexte que l'on peut dire, qui complique un peu les choses, il faut le dire, dans le Sahel, on ne va pas revenir sur tout ça, tout le monde le sait, le Sahel, la création de l'AES, etc. Bien, il y a quand même un besoin de mettre ensemble ces sociétés du secteur privé africain, pays par pays, pour avoir une identification unitaire vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Asie, vis-à-vis des États-Unis, enfin de l'Amérique, je ne sais pas, mais voilà, cette mise en commun économique pour devenir cette espèce d'Afrique potentielle unie économiquement, quoi. Ce qui peut lui donner de la force. C'est un peu ça ce que j'ai retenu, en tout cas, de ton écrit. J'aimerais que tu nous le développes mieux que je ne le fais moi-même. Non, mais tu as très bien compris. Je te remercie, ne me flatte pas. Ce qui prouve que l'article était assez clair. Ah, ça pourrait être clair. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est quelques idées forces. La première idée force, c'est que la croissance, la résilience ou la croissance africaine repose d'abord sur son secteur privé. Repose d'abord sur les entreprises. Si les entreprises ne créent pas de richesse, ne créent pas de valeur, il n'y a pas d'emplois qui sont créés. Et s'il n'y a pas d'emplois qui sont créés, les gens vont continuer à prendre des pirogues pour traverser malheureusement la Méditerranée et se retrouver dans des situations malheureuses en Europe et en France.
Donc il faut être bien conscient, et quand je dis, j'insiste et je souligne ça vraiment 3 fois, c'est que la résilience, la croissance africaine repose sur les entreprises et le secteur privé. Et je souligne parce que c'est pas nécessairement une chose qui est totalement bien comprise par des agences de coopération et de développement, ou même par des institutions. Et par les gouvernants. Et par les gouvernants, des institutions aussi importantes Voilà. que les institutions européennes. Donc c'est vraiment tout à fait important. La deuxième problématique, c'est que quand bien même ces institutions européennes, je pense l'Union européenne, veulent développer des programmes de coopération ou de développement ou de partenariat entre l'Europe et l'Afrique, et ces programmes de coopération et de partenariat étant fondés sur le secteur privé, sur le recours au secteur privé. J'en ai piloté un pendant 5 ans, qui était un partenariat avec un programme qui s'appelait Archipelago, et j'espère qu'il pourra se poursuivre prochainement. Elles ont un réel problème à trouver des représentants du secteur privé. Il existe en effet une foultitude d'organisations qui représentent en Afrique, alors l'Afrique c'est grand, c'est divers, etc., mais une foultitude d'organisations qui représentent le secteur privé, mais chacune joue de ses intérêts, et ne joue pas des intérêts propres du continent et du secteur privé du continent. C'est pourquoi je pense, et notamment dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui est cet espace l'idée c'est de créer une espèce de CE de l'Afrique, un espace de libre-échange au sein de l'Afrique, où les produits et les personnes vont pouvoir librement circuler, alors ce qui pose d'importants problèmes par rapport aux droits de douane, etc. Mais on va finir par y arriver. Mais dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de cette ZLECAf, notamment, les gens qui sont chargés de la mise en œuvre opérationnelle de ZLECAf, comme l'Union africaine, nous disent finalement, mais on n'a personne avec qui discuter avec le secteur privé parce qu'on ne sait pas. Donc, de ce fait, on va décider ça tout seul sans le secteur privé. Donc, beaucoup de choses se sont décidées, comme au niveau européen. On n'a pas non plus d'interlocuteurs du secteur privé. Au niveau africain, de l'Union européenne, la ZLECAf, il n'y a pas d'interlocuteur reconnu du secteur privé. Mais pays par pays, il y a quand même, je t'arrête juste sur ce point, il y a quand même des patronats qui existent, des patronats qui arrivent quand même à s'exprimer, à se rassembler. Pays par pays, il y a en effet des patronats, je veux dire, dans chaque pays, il y a des patronats, et il y a bien sûr les chambres consulaires. Oui, bien sûr, le jeu amusant entre chambres consulaires et patronat. Mais il faut penser aussi l'Afrique d'un point de vue régional, comme on dit en Afrique, sous-régional. Sous-régional, bien sûr. C'est sympa de dire on va bosser avec le patronat du Togo. L'ennui, c'est que c'est plus grand que ça, il faut voir plus grand que ça. Et puis même les entreprises ne voient pas que le Togo. Quand une entreprise française veut aller en Afrique de l'Ouest, elle ne va pas voir que le Togo, elle va voir quand même la sous-région. Donc il est important d'avoir des structures, une maison commune des entreprises africaines. Alors je l'ai appelé, dans un mauvais anglais, Private Union for Business in Africa, PUBA, et qui puisse réunir l'ensemble des structures faîtières qui elles-mêmes regroupent les organisations représentatives des entreprises, comme les patronats ou les chambres consulaires. Et je pense que ce serait... Je pense à ce que dit un de nos amis communs, qui dit, il y a un programme européen qui s'appelle le Global Gateway, mais le Global Gateway, j'ai pas d'adresse, j'ai pas de mail, j'ai pas de téléphone. Tout à fait. Et là, ce serait bien d'avoir aussi, pour la maison commune des entreprises africaines, une adresse, un téléphone, un mail, auquel on puisse s'adresser et puis dire, c'est lui, monsieur ou madame, qui représente ce patronat, qui a à voix pour parler. Est-ce que tu imagines que, par exemple, cette structure, cet outil, peut être aussi coordonné par des initiatives lancées par les collectivités locales, parce qu'on parle souvent de ça, de coopération décentralisée, tu l'as dit tout à l'heure, les régions peuvent être intéressantes. Quand on imagine des missions faites par telle ville ou tel département, moi je le vois en région Aquitaine par exemple, il y a une forte relation avec le Sénégal, il y a une forte relation avec des régions du Maroc ou des régions du Sénégal, on peut quand même se dire que dans cette perspective, le secteur privé est atteint. Ah, tout à fait. C'est ça, et c'est ça qui est intéressant de voir qu'on peut, avec une structure qui centralise, il y a quand même un chapeau
politique, on va dire, ou administratif, qui peut coordonner cette mise en commun. C'est ça que je pense, c'est jouable, ça. Tout à fait. Moi, je pense que rien... Je sors d'une réunion avec l'Agence française de développement, et je pense que rien ne peut se faire sans les collectivités territoriales, décentralisées. Alors, le problème des collectivités territoriales telles qu'elles interviennent, elles interviennent chacune de leur côté aussi. Ce serait bien aussi que ce soit un peu coordonné et organisé. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet parce que les collectivités territoriales sont aussi des entités politiques, donc elles ont chacune de leur coloration et leurs ambitions politiques. Mais s'agissant de coopération de développement, je pense qu'on peut s'entendre et puis pour faire des choses en commun et puis pas. Je vais prendre un exemple tout bête. Beaucoup de collectivités territoriales vont dans tel ou tel pays d'Afrique, que je ne citerai pas parce que c'est le pays sympa et facile. Oui. Hein, ça existe encore. Oui, c'est un peu le cas. Il y a des pays sympas mais moins faciles. Où il y a des potentiels. Il y a des potentiels et des besoins. C'est ça. Voilà. Bon, il faut penser aussi s'organiser cela. Donc c'est une chose importante. Bon, cher Denis, écoute, je crois que tu as lancé ce projet, cette histoire. Enfin, si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, je voudrais ajouter que au-delà de l'idée, cette entité commune devrait porter aussi des services. Oui, des méthodes pour arriver à ça. Et des services qu'elle pourrait apporter aux entreprises au travers des structures, des organisations intermédiaires qu'elle fédérerait. Et c'est des services qui sont aussi fondamentaux que de l'information. L'information est augmentée, qui permettent d'améliorer la mise en relation entre entreprises européennes, françaises, africaines, etc., qui permettent, fondées sur des annuaires d'entreprise communs, partagés, des cartographies économiques, des études, et aussi, lorsqu'on dispose de toute cette manne d'informations économiques, ce qu'on appelle, alors le mot français m'échappe, de la notation, du scoring. Savoir que telle entreprise, elle est intéressante de tel ou tel point de vue, qui n'est pas nécessairement un point de vue financier, qui peut être aussi un point de vue extra-financier. C'est pour ça que je reviens sur les questions de responsabilité sociétale et environnementale. Deuxième service que cette organisation pourrait porter, c'est aussi proposer un système de médiation ou de conciliation en ligne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans un pays ou entre pays, entre entreprises. Et au lieu d'avoir recours à des médiateurs qui sont compliqués à mobiliser, etc., prévoir un système qui peut se faire en ligne où on pourrait régler les choses simplement. Troisième est toujours fondé sur les outils numériques, c'est un soutien à la formalisation, c'est-à-dire un des problèmes africains que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais je profite pour le citer, une des questions africaines, c'est que 90% du secteur privé est informel. Alors il y a ça. Mais bon, d'aucuns disent que ça s'appelle ça l'économie populaire, etc. Mais c'est moi j'appelle ça les activités économiques. C'est pas des entreprises, mais c'est des presque entreprises. On pourrait soutenir la formalisation d'économies compte tenu des outils numériques pour permettre à des activités, elles aussi, de promouvoir ces activités via un site, une plateforme commune qui pourrait être partagée par ce PUBA, Private Union for Business in Africa, et diffusée auprès des entreprises. Je crois que tu nous as mis l'eau à la bouche avec ces projets-là. Je te remercie, c'est très intéressant. Tu as déjà donné beaucoup de pistes pour mettre en œuvre. On est déjà dans l'action. Mais déjà la présentation, je crois qu'il fallait la dire, il fallait la donner. Merci de nous en avoir fait profiter au Club O2A, dont tu es, comme je l'ai dit, un membre actif. Et nous allons nous proposer peut-être, pour aller plus loin dans la réflexion, dans ce sujet, avec le club ou avec d'autres structures, bien sûr, que tu as entre les mains. Et donc, je crois qu'il y a énormément à faire, que c'est encourageant, malgré tout ce que l'on peut dire. Comme je le dis au début, on est dans des situations qui sont parfois difficiles, mais rien n'est perdu, et il faut espérer. Voilà. Donc, merci cher Denis de nous avoir consacré ce moment. Et je pense qu'il y aura des suites à cela, des débats là-dessus, à la fois sur ce qu'on a dit sur la coopération décentralisée, sur d'autres sujets, et qu'on mette en œuvre. Et puis, il faudra aller voir de plus près aussi. Là, on est à Paris, mais c'est vrai que ça se passe ailleurs. Et aider les Africains en Afrique, bien sûr, à réfléchir à ces questions-là, si ça peut leur être utile. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Salomé. Merci Salomé, merci tout le monde. Et très sincèrement, je crois que nous sommes dans une période un peu compliquée. Le moment est venu de la réflexion, mais de la réflexion pour des actions qui pourront être menées assez rapidement. Pour du concret. Merci, à la prochaine. Au revoir. Ciao.